Sont absents excusés ayant donné procuration. Madame Nassiri à Monsieur Chalal. Madame Pili à Monsieur Wojciechowski. Monsieur Ajdid à Monsieur Godig. Monsieur Herbivo à Monsieur Lauer. Et Madame Bach à Monsieur Mouton. Sans absents excusés sans procuration, Madame Boratia. Bien, je suis content de vous retrouver. Permettez-moi, pour ceux que je n'ai pas vus, de vous souhaiter une bonne année 2021. Je sais que nous espérons tous qu'elle sera meilleure que celle de 2020, mais tout le monde sait bien qu'on n'est pas au bout de nos peines avec ce qui nous arrive avec cette pandémie. Bien. Donc cette séance est à huis clos. Bien entendu, sans présent, et vous m'autorisez à ce qu'il soit présent le personnel du service municipal, la presse, ainsi que le photographe, alors il est le caméraman qui filme cette séance. En matière de remerciements, m'ont été adressés les remerciements émanant des écoliers CM1 et CM2 de l'école élémentaire Pierre Frisch pour les chocolats offerts à l'occasion de la Saint-Nicolas en décembre dernier. Je tiens également à remercier les services techniques, notamment ceux qui ont participé au déneigement, on a eu une semaine un petit peu compliquée qu'on n'a pas trouvé depuis ces 10 dernières années. Les personnels ont répondu présents avec efficacité. Je tiens à les remercier et principalement leur chef, M. Zabila, qui a très bien, M. Lirim me l'a dit, il m'a dit il a très bien réagi et parfois il fallait réagir très vite. Bien, merci à eux. Vous trouverez des points sur votre table, vous trouverez des points modifiés ou un ajout de pièces concernant le point numéro 2 inscrit à l'ordre du jour. Concernant la compétence eau et assainissement au pluvial, il y a une modification sur la convention. Monsieur Lauer vous expliquera ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai, parfois, monsieur Letellier m'a dit, je ne me souvenais plus que la route était aussi longue juste après le retardataire, était plus aussi longue entre Saint-Avold et le quartier Jeanne d'Arc. Également pour le point numéro 5, en rajout, parce que M. Lirim vous l'expliquera, la convention n'était pas tout à fait prête au sujet de la déconstruction et du désamiantage du lycée Valentin Messager. Voilà. Vous trouvez également un point supplémentaire concernant la création d'un emploi permanent d'ingénieur. Est-ce que vous avez des oppositions sur ce point? S'il n'y a pas d'opposition, je vous remercie. En matière de communication, toujours, je voulais juste vous informer sur le coût des illuminations de Noël. Je tiens encore à remercier les services de la ville ainsi que les services d'Energis qui ont contribué à ce qu'on ait une belle illumination de Noël. Simplement, quand les choses sont bien faites, il faut le dire, mais aussi, il faut dire combien que ça a coûté. Donc, très vite, quelques chiffres en location des motifs. Donc, les illuminations, 145 002 €. Les sapins pour les décorations, 7 941,23 €. Pose et dépose par Energis de ces décorations, 63 690 €, pour un total de 216 633 €. Donc, la ville a été bien décorée, mais il faut le dire, ça a un coût. Autre point, certains élus de l'opposition s'inquiétaient de dérives d'embauche de personnel ou autres. Donc, je vais vous faire un petit point sur le personnel. Au 1er janvier 2020, il y avait personnel titulaire à la ville ainsi que le CAC en 254 personnes. En personnel contractuel, 108 pour un total de 362 agents. Au 1er janvier 2021, il y avait en personnel titulaire à la ville et CAC 249 agents. Contractuels,
76 agents, qui fait au total 325 agents, donc il y a moins 37 agents sur... donc, je pense qu'il faut le souligner, hein, on est bien dans une réduction des frais de personnel. On a arrêté donc pas mal de contrats. Alors ces contrats étaient souvent des contrats de complaisance ou électoraux. Je tiens à le dire, on les a arrêtés. D'ailleurs, la plupart du temps, ces personnels se sont mis en maladie après le 1er juillet. Voilà, je tenais à le dire. Une promesse de campagne également, les dépenses directement liées au maire. Je me suis engagé à les diminuer. Donc, il faut aussi communiquer là-dessus et il faut le dire. Donc, du 1er janvier au 30 juin 2020, les dépenses liées directement au maire concernant les lignes budgétaires, frais de prestation, c'est-à-dire cadeaux, repas et autres, sont à la somme de 80... Alors, je vais y aller doucement pour ceux qui veulent prendre des notes. Total de 80 403,14 €. À ça, il faut rajouter, bien entendu, ce qui n'est pas dedans, c'est le véhicule, hein, on a arrêté le contrat, ainsi que le carburant qui va avec, qu'on peut estimer à environ 4-5 000 €. Donc on est à des dépenses pour ces 6 mois de 85 000 €. Sur la même ligne budgétaire, du 1er juillet au 31 décembre 2020, ces mêmes dépenses, où je suis devenu maire, sont de 1979,09 €. Donc voilà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a bien eu, monsieur Wojciechowski, quand vous étiez maire, vous aviez bien profité. Alors si je le dis haut et fort, je pense que les Naboriens doivent le dire haut et fort aussi. C'est pas normal. Alors, est-ce qu'on peut dire scandaleux, mais c'est abusé. Voilà en matière de communication. Oui, monsieur Wojciechowski. Attendez, il y a le micro. Je crois quelque part, monsieur le maire, que la haine est toujours mauvaise conseillère. Quelles que soient finalement les choses. Alors on peut faire dire aux chiffres ce qu'ils veulent. J'aimerais bien finalement les avoir pour pouvoir finalement vous répondre d'une façon très claire. J'ai pas besoin de réponse. Hein. Ne vous justifiez pas, hein, c'est fait. Ne vous justifiez. Non, je n'ai pas. Non, je ne dis non, pas. Bah alors faites court. Rentrez pas dans un débat. Hein. On est là pour un conseil municipal avec des points. C'est de la communication. Allez-y. La communication, c'est finalement vous qui la faites. À partir du moment finalement où vous m'attaquez moi, je demande un droit de réponse. J'ai le droit de le faire. C'est tout à fait, je dirais, important pour moi que vous ne commenciez pas finalement à dire voilà ce que le maire précédent a fait et voilà ce que moi j'ai fait. Ce qui est important, montrez d'abord ce que vous avez fait. Faites-le d'abord. Vous avez commencé par dire. Mais je l'ai montré. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez, on rentre pas dans un débat politique. Monsieur Steiner, si vous rentre pas dans un débat Monsieur Steiner, politique, je vous coupe la parole. Si vous vous excitez chaque fois quelque part que je vous parle, ben, il va falloir finalement que vous appreniez finalement à être calme. Moi je le suis. Donc j'aimerais finalement aussi que vous le soyez. Alors, vous avez félicité les services finalement pour le délègement. Je pense que c'est mérité, sauf bien évidemment la première fois où c'était une vraie débandade. Il reste encore à parfaire bien évidemment les cours de récréation qui ne sont pas au top et un certain nombre de choses. Alors, il faut se dire quelque part. Il faut se dire, M. Steiner, qu'on n'est jamais le meilleur nulle part. On essaie finalement d'y tendre. Et je pense quelque part que c'est important. Après, quand vous dites finalement que le voce a profité, vous m'excuserez, et d'ailleurs, c'est enregistré, donc j'en profiterai. Volce a fait, Volce a dépensé. J'en profiterai pour vous attaquer aussi là-dessus, parce que quelque part, ce qui est bien clair, je ne laisserai pas dire des choses qui, dans des circonstances relativement exceptionnelles, ont nécessité des moyens exceptionnels. À partir de là, M. Steiner, sauf à ce que vous vous excitez 50 fois. Vous êtes ici à Jeanne d'Arc, c'est plutôt votre secteur à vous. Bon, soyez calme. Un maire a besoin de calme. Si vous voulez me répondre, vous me répondrez par écrit, M. Wojciechowski, vous me justifierez. Allez, je vous coupe la parole, on passe au point numéro 1. On passe au point numéro 1. Point numéro 1, M. Pascal Lauer.
autorisation d'engagement des dépenses nouvelles d'investissement. Vous n'avez pas la parole, monsieur Olczykowski. Vous pouvez attaquer. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, vous n'avez plus la parole. Monsieur Lauer, c'est à vous. Bien, merci monsieur le maire. Donc, autorisation d'engagement de dépenses nouvelles d'investissement sur l'exercice 2021. L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Afin de ne pas retarder la réalisation de prestations et de travaux, il vous est proposé d'autoriser, monsieur le maire, à engager ces dépenses avant l'adoption du budget primitif 2021 sur le budget principal de la commune à hauteur de 450 000 € selon la répartition suivante. Donc je vous fais grave des imputations. Donc libellé matériel informatique pour 25 000 €, achat terrain 10 000 €, achat matériel divers 6 000 €, construction et autres bâtiments publics 380 000 €, et enfin outillage et matériel technique 29 000 €. Donc, je soumets au vote. Alors, il y a peut-être des questions. Questions. Monsieur Olczykowski. Je voulais savoir si ce sont bien les crédits ouverts hors reste à réaliser. Oui. Une question. Nous savons que budget, c'est hors reste à réaliser. Il y a une règle. Il y a une règle comptable qui encadre bien cette délibération-là, qui correspond, si je me trompe, c'est un quart, hein, c'est ça, un quart des crédits. 25%. Oui. Quelle est la réponse que je puisse l'entendre? Pardon? Quelle est votre réponse que je puisse l'entendre? Oui, là, je disais, la délibération est réglementaire, on n'a pas le droit d'engager plus qu'un tiers, un quart des dépenses. Ouvert hors reste à réaliser ou non? Oui. 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 La réponse est oui. D'accord. Hors reste à réaliser. Oui. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, monsieur Lauer, vous gardez la parole, il me semble, pour les compétences eau et assainissement. La convention. C'est ça, monsieur le maire. Donc, je continue. Donc, la loi NOTRe du 7 août 2015 a prévu le transfert des compétences eau, assainissement et eau pluviale urbaine aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. La loi Engagement et proximité en date du 25 décembre 2019 a apporté une souplesse à ce principe en introduisant la possibilité pour les EPCI de déléguer à l'une des collectivités membres tout ou partie des compétences relatives à l'eau, l'assainissement et les eaux pluviales urbaines. En s'appuyant sur cette dérogation, le 8 octobre dernier, la ville de Saint-Avold a sollicité la communauté d'agglomération de Saint-Avold et Synergie, de la CASAS, afin d'obtenir cette délégation. À compter de cette date, la CASAS bénéficiait d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette demande. Des négociations ont été entreprises avec la CASAS et la préfecture de la Moselle. La préfecture de la Moselle a répondu à la ville de Saint-Avold le 21 novembre 2020 en autorisant cette dernière à se rapprocher de la régie municipale d'Energis pour assurer la gestion de ses compétences, à condition que les activités exercées en totalité ou en partie puissent être distinguées sur le plan budgétaire et comptable. Par délibération, en date du 22 décembre 2020, la CASAS a accepté de recourir à une convention de gestion de la facturation à intervenir entre elle-même et la ville de Saint-Avold, conformément à l'article L 5215-27 du Code général des collectivités territoriales. Cette convention confirme que l'exploitation de l'eau, de l'assainissement et des eaux pluviales urbaines est exercée par la CASAS et confie la facturation et le recouvrement des redevances eau et assainissement des eaux usées de la ville de Saint-Avold. Cette délégation est accordée pour l'année 2021 et pourra être reconduite jusqu'au 31 décembre 2022. Cette convention prévoit également le versement par la CASAS de la ville de Saint-Avold d'une indemnité de gestion d'un montant de 300 000 hors taxes
euros hors taxe, somme qui sera directement versée par la CASAS à Energis. Cette participation fera l'objet d'une révision pour l'année 2022, conformément aux dispositions de la convention que vous avez en annexe. En conséquence, le conseil municipal est invité à accepter la délégation de gestion de la facturation et du recouvrement des redevances eau et assainissement des eaux usées du territoire de Saint-Avold à la ville de Saint-Avold par la CASAS. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Je vois quelque part qu'on a été d'accord lors de la dernière réunion de la CASAS avec M. Lauer, du moins sur ce scandale aujourd'hui finalement d'Energis. On oublie bien évidemment que l'eau et l'assainissement et l'eau pluviale passent à la CASAS, alors que finalement on aurait dû finalement le garder dans une régie municipale qui a toute sa raison d'être. Lorsqu'on voit finalement ce qui se passe ailleurs, on se dit on avait là un bijou qu'on est en train de démanteler, alors que quelque part on aurait pu bien évidemment en faire profiter les autres communes de l'agglomération. La facturation nous reste pour nous, bien évidemment, on fait la facturation, Energis prend comme unité de gestion 300 000 euros. La seule question que j'ai, c'est, parce que je ne voterai pas pour, bien évidemment, existe-t-il une nouvelle convention entre la ville et Energis pour réaliser ce recouvrement et cette facturation? Voilà ma question. Je peux répondre? Ouais, j'ai pas tout compris, mais si tu as compris là. Oui, en fait, M. Wojciechowski pose la question s'il existe une convention entre la ville et Energis. Entre la ville et Energis. Voilà. Donc là, en réponse, en fait, avant de conclure cette convention entre la ville et Energis, au préalable, il faut d'abord établir et signer de façon officielle la convention entre la CASAS et la ville. Donc, au terme de cette signature, sera donc établie très prochainement donc la convention de la ville vers Energis. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, c'est l'avoir de tout mettre ensemble, puisque quelque part, on est là à se dire, voilà, on fait une convention entre la ville et la CASAS, et on n'a pas de convention, à l'heure où l'on délibère, entre la ville et Energis. Alors qu'on parle d'Energis dans la délibération. Et, alors c'est ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'on voulait faire pour passer au même point, les deux conventions. Mais on nous a dit non, il faut attendre, il faut passer celle-là. Mais le principal, c'est de ne pas bloquer la facturation. Et avec cette convention-là, effectivement, on ne bloque pas la facturation. Donc on ne bloque pas le service public et Energis peut continuer à assurer. Voilà. C'est pas plus gênant que ça. Au prochain conseil municipal, on vous soumettra l'autre convention. Voir si d'un point de vue réglementaire, tout est bien clair, si tout est bien clair, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. C'est Atmania. Merci. Oui, merci Monsieur le maire. J'en profite pour adresser à mes collègues mes meilleurs vœux pour cette année 2021, pour toutes celles et ceux que je n'aurais pas vus, et à vous également. Alors pour ma part, j'en profite pour faire une petite explication de vote, et je pense que c'est une question de cohérence. Je voterai contre cette délibération pour la simple et bonne raison que je suis persuadé que le service sera à terme atteint pour les Naboriennes, pour les Naboriens. Je pense que cette convention de base avec la CASAS est une erreur. Que la préservation du service tel qu'elle est proposée au travers de cette convention n'est que temporaire. Aujourd'hui, nous avons des choses qui sont clairement établies pour chacune et chacun des Naboriennes et des Naboriens, à savoir un guichet vers lequel se rendre pour les questions liées aux facturations, mais également vers les questions en ce qui concerne les questions techniques. J'ai de sérieux doutes sur la continuation
dans l'avenir, une fois que cette convention aura pris fin, d'une qualité de service similaire, soit exercée par une régie au travers de la communauté d'agglomération, soit exercée par une entreprise privée au titre de l'attribution d'une délégation de service public. Donc j'ai de sérieuses réserves vis-à-vis de la qualité de service, j'ai aussi de sérieuses réserves par rapport au coût du service pour les contribuables demain, puisque pour moi, quand on crée des échelons supplémentaires et qu'on vient déléguer, redéléguer des compétences telles que c'est fait, alors qu'on aurait pu trouver, et les services préfectoraux en étaient d'accord, j'ai rejoint M. Lauer sur sa position au conseil communautaire, ce qui vraiment vous montre que j'avais pas la volonté d'avoir une opposition ferme sur le sujet, mais plutôt une attitude totalement constructive au service des intérêts de la ville et de ses habitants. Mais j'ai de sérieuses craintes pour l'avenir, donc je ne voterai pas en faveur de ce point. Par ailleurs, je dois également souligner que même si effectivement vous ne pouvez pas, pour des questions techniques, je dirais, nous proposer la validation de la convention entre la ville et Énergis au même conseil, on aurait pu avoir, à des fins de bonne information, un projet de convention en annexe des points. Ça aurait pu nous donner une idée. La convention est prête, elle était prête pour aujourd'hui. Donc. Ça aurait été bien peut-être de nous la fournir, et c'est dommage que ça n'ait pas été le cas. Voilà, je pense que vous avez bien compris ma position sur le sujet. Je défends le porte-monnaie des Naboriens. Merci. Alors, tu veux compléter quelque chose ou non, enfin non. Finalement... Moi, je peux compléter. Oui. On partage votre inquiétude qui est celle de la continuité du service au meilleur prix. On partage, mais on subit. On subit par la loi NOTRe l'imposition de transfert de compétences. Alors il y a un délai, en 2026, il n'y aura plus le choix du tout. À nous de faire en toute intelligence, avec les contraintes qu'on a et qu'on nous impose, en toute intelligence, ce transfert. Alors il fallait trouver un accord avec la CASAS. On a trouvé cet accord-là. Ça aurait très bien pu être rien du tout. Hein. La CASAS aurait pu imposer pour être très bien rien du tout. On a trouvé cet accord-là pour permettre à Énergis de se réorganiser et d'accuser la perte financière liée à cette perte de compétences. Alors, maintenant, si vous dites... alors, on pourrait voter contre aussi pour dire qu'il y a peut-être une qualité de service. On ne sait pas où on va. Mais vous êtes, comme moi, délégué à la CASAS. Défendez-le à la CASAS. La meilleure qualité de service au meilleur prix. On sera bien sûr, comme vous, on le défendra aussi. Mais aujourd'hui, on est devant des faits. Et voilà, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée. Si vous me permettez juste de compléter rapidement mon intervention, c'est justement par cohérence vis-à-vis de mes interventions précédentes à la CASAS que je ne peux pas aujourd'hui voter le point que vous me proposez. Je me dédierais quelque part si je votais aujourd'hui à la ville ce que j'ai combattu à la CASAS. Donc rassurez-vous sur le fait que je continuerai de me battre dans ce sens également à la communauté d'agglo, et je pense que c'est très clair pour tout le monde. Sur le fait du meilleur compromis, je n'en suis pas tout à fait persuadé. J'ai cru comprendre, et je ne rentrerai pas dans le détail, qu'il y a eu des discussions houleuses entre la position de la ville et celle de la communauté d'agglomération. Je ne suis pas en accord avec la façon dont la communauté d'agglomération mène ce dossier, et je ne suis pas non plus d'accord avec le fait d'une acceptation si facile que ça au niveau de la ville, et c'est pour ça que je tiens cette position aujourd'hui. Voilà. Okay. Je pense qu'on est clair. Bien. D'autres interventions? Je n'ai pas d'autres. Monsieur Lauer, vous faites voter? Bien, donc qui est contre? Alors, M. Atmania, M. Wojciechowski et Mme Stelmazik. Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant. Donc c'est moi, c'est la création. Oui, M. Vecchio. Il y a un micro qui arrive. Ouais. Faut aller plus vite, on passe au point suivant. Mais... C'est bon, question technique, mais peut-être qu'on fera la réponse plus tard. Quand l'opposition intervient, c'est 3 minutes par personne, ou est-ce que c'est 3 minutes pour l'opposition
ou est-ce qu'il y a un temps indéfini ou pas? Parce que si chacun, à chaque conseil municipal, tout le monde intervient, non pas que je vais vous couper la parole, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'effectivement, il faut peut-être répondre à cette question-là tôt ou tard, simplement. Mais hors de question de vous couper la parole, c'est juste une histoire d'organisation. Bien, on peut continuer. Point suivant, alors création d'une commission municipale démocratie participative. Donc c'est moi qui vous parler de ce point-là, qui vais vous le présenter. On a déjà évoqué le fait que les commissions municipales ne sont pas figées. Il y avait une compétence qui était incluse dans la commission municipale numéro, si je ne me trompe pas, numéro 7, c'est ça? Numéro 7, oui. Et pour qu'on soit cohérent avec notre volonté politique et notre volonté d'ouverture à la parole des habitants, et également avec à nos promesses, puisqu'on a dit que la démocratie participative serait un élément important de notre mandat, je vous propose aujourd'hui de créer une commission spéciale pour cette compétence-là. Alors, pourquoi? Parce que les comités de quartier sont en train de se créer. On a un certain nombre de conseils municipaux. On a les seniors qu'il faudra réactiver bientôt. On a le conseil citoyen du quartier politique de la ville qu'il faut également réactualiser. On a ces différents comités de quartier qui arrivent. Ça va traiter des points, ça va faire beaucoup de travail. Ça va traiter des points transverses dans tous les domaines, hein, les avis, les discussions vont remonter dans l'ensemble des services, et que pour moi c'est une compétence à part entière. Alors c'est pour ça que je vous propose la création de cette compétence, et je compte la confier à monsieur Serge Hédinger. Alors pourquoi monsieur Serge Hédinger? Parce que c'est quelqu'un de très ouvert, qui est toujours dans le dialogue et à l'écoute. Il n'y a pas Lolo, oui, on se connaît bien. Je pense qu'il a toutes les qualités nécessaires pour assumer cette tâche, et je vous propose également qu'il soit secondé par madame Bétinger-Monique dans cette tâche-là. Alors sous le principe des membres qui souhaitent, bien sûr c'est ouvert, mais l'idée était peut-être de dire que vu que c'est une compétence qu'on extrait de la commission 7, est-ce que l'ensemble des personnes de la commission 7 veulent automatiquement y être, mais on peut les nommer comme ça, et également, bien sûr, hein, c'est ouvert à tout le monde. Alors, je préfère peut-être nominativement demander qui souhaite, c'est plus simple, hein, demander qui souhaite faire partie de cette commission, où on se donne un temps de réflexion, et au prochain conseil, on la complète. Hein, c'est bien, on va pas aller trop vite, on la complète après. On sait déjà qu'elle est créée. Le président et la vice-présidente sont connus. Et au prochain conseil, avant le prochain conseil, vous ferez vos souhaits, et de façon à ce qu'on entérine ça directement la prochaine fois. Vous en êtes d'accord? Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Atmania. Merci, monsieur le maire. Alors, pour ma part, j'ai une question relative à la création de cette commission en particulier, et relative au fonctionnement des commissions. Alors, merci pour le délai de réflexion jusqu'au prochain conseil. La question vis-à-vis des commissions municipales, c'est... alors, vous avez dit que les commissions ne sont pas figées, très bien, dans un sens de création, mais elles ne doivent pas aussi être figées dans un sens d'existence. Moi, je vais vous parler de des deux dernières commissions auxquelles j'ai siégé. Travaux, urba foncier plutôt, et finances. Finances, on était 3 élus, jusqu'à être rejoint en cours par un 4e. Membre de la commission, je parle. Hein. Urba foncier, 3 élus, jusqu'à être rejoint par un 4e en cours de réunion. Donc, moi, je me pose une question qui est très claire. C'est à un moment donné, être dans 50 commissions, c'est très bien. Moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi 2 commissions? De façon à pouvoir y siéger de la meilleure des manières, sauf obligation professionnelle contraire. Je constate que c'est pas forcément le cas
partout. Et c'est gênant parce que les commissions sont des vraies instances de débat, contrairement au conseil municipal où du fait de la présence de nos amis de la presse que je salue et auxquels je souhaite une bonne année, et du fait de la caméra au bout de la salle, évidemment, certains et certaines ont tendance à exagérer parfois leur position, et c'est compréhensible, ça fait partie du jeu. Mais les commissions sont des instances de dialogue, de débat et de construction. Et c'est quand même dommage qu'elles ne soient pas animées comme elles devraient l'être. Donc ça, c'est par rapport au fonctionnement des commissions. La deuxième question, par rapport à cette commission démocratie participative, quand vous nous avez présenté les conseils de quartier, les comités de quartier, vous nous avez dit que les comités de quartier allaient chacun bénéficier d'un élu référent. Oui. Et que les élus membres, du moins habitant le quartier ou qu'ils souhaitaient, pourraient y participer. Donc ça veut dire qu'on va avoir une commission qui va être créée, auquel on va donner un président, très bien, alors qu'on a finalement déjà des élus qui sont chacun sur leur quartier en charge de cette thématique. Sur la question du conseil citoyen que vous évoquez, je pense qu'il y a un élu qui est désigné pour la politique de la ville, clairement identifié. Oui. Donc qui s'occupe de la thématique et qui s'occupera de ce conseil citoyen. En tout cas, ça fait partie de ses missions, normalement. Donc, petite question pour moi par rapport à l'utilité réelle. La commissionnite pour la commissionnite me paraît certainement inefficace. Et je pense que le fait, à chaque thématique, certes importante, de créer une commission n'est pas la solution la plus pertinente. Voilà. J'attends votre réponse. Je vais vous répondre sur un point et je donnerai la parole à M. Vecchio qui veut compléter. J'ai demandé récemment à mes adjoints de faire en sorte que leur commission soit organisée, c'est-à-dire l'horaire soit fait en fonction des contraintes des uns et des autres pour qu'il y ait le maximum de personnes présentes. Je sais très bien qu'un certain nombre de travail, donc il y a des contraintes, mais de prendre en compte ceci pour que le maximum y soit présent et que ce soit, comme vous le dites, vous avez raison, et il faut que ce soit vraiment le lieu de débat. Donc, Monsieur Vecchio, si vous voulez compléter. Merci Monsieur le maire. Oui, donc Tristan, en fait, le conseil citoyen est différent du comité de quartier. C'est pas la même chose. Donc ce qui est proposé en fait, c'est d'avoir un comité de quartier dans chaque quartier de la ville. Et que le conseil citoyen est lié uniquement à la politique de la ville, comme tu viens de le dire, sur le quartier Carrière-Vennec. Donc celui-là, il va voir le jour. On a fait partir un courrier à Madame le sous-préfet rendant caduc le précédent, et on travaille à l'élaboration du nouveau conseil citoyen qui va être créé prochainement. Raison Covid, c'est pas en présentiel, c'est un peu plus compliqué, et c'est un peu plus compliqué pour tous les comités de quartier. Donc le conseil citoyen fera partie intégrante de cette commission aussi, mais on ne va pas faire des comités dans des comités, un conseil citoyen dans des conseils citoyens. On va prendre la zone géographique, juste pour expliquer, et on va prendre les habitants concernés par la politique de la ville qui se situent déjà dans le quartier Carrière-Vennec, qui vont intégrer le comité de quartier. Et ensuite, ils géreront aussi le fameux FPH que tout le monde connaît au fil. Mais là-dessus, alors, merci pour ces précisions, Tony. Mais là-dessus, j'avais pas de... Enfin, moi, j'avais rien à redire. Ce que le maire simplement a exposé, je reprends les mots, c'est que cette commission démocratie participative doit être créée pour gérer non seulement les conseils de quartier, mais aussi le conseil citoyen. C'est ce qui a été dit. Moi, parallèlement à ça, ok, je veux bien comprendre. Ce que je remarque, c'est qu'il y a déjà un élu sur les questions de politique de la ville et que le conseil citoyen est directement lié à la question politique de la ville. Donc ça veut dire qu'on aura un président de commission qui sera chargé du comité de quartier et du conseil citoyen, et qu'on aura déjà un adjoint chargé du conseil citoyen. Donc moi, ce que j'identifiais ici, c'est un doublon. Et peur de la réunionnite, encore une fois. Non, alors c'est pas un doublon, puisque nous avons évoqué et décidé un fonctionnement pour ce conseil citoyen.
on ne va pas faire des doublons, on ne va pas faire deux conseils, un conseil citoyen et un conseil comité de quartier, carrière Benec. Ce seront deux instances, on va dire, différentes, mais c'est les mêmes personnes. En fin de compte, le conseil citoyen doit exister, et nous avons la volonté de faire aussi exister le conseil de quartier. Mais ça sera, au final, ça sera les mêmes, il n'y a pas de doublon. On est bien clair là-dessus. Alors, je pense que notre désaccord va persister sur la question. Je suis désolé de vous le dire. Je m'abstiendrai sur la question parce que je ne vois pas, je n'identifie pas, malgré vos explications, la plus-value de la commission. Alors, juste pour terminer, j'aimerais bien qu'on soit une ville de 80 000 habitants, dont le conseil d'habitants, c'est une obligation. Donc, ce n'est pas le cas pour nous. Donc, on a créé des comités de quartier, et le conseil citoyen, qui lui est une obligation liée à la politique de la ville, sera complété par les comités de quartier. Mais c'est ça la richesse d'un conseil municipal, c'est de pas forcément d'être en accord, mais de faire avancer à un moment donné le projet du territoire. Ok, bien. Monsieur Wojciechowski. Je pense aussi que, monsieur le maire, trop de commissions tue les commissions. Je veux simplement, finalement, être sûr d'avoir bien regardé la délibération. Est-ce bien une commission municipale ou une commission extra-municipale? Je m'explique. Une commission municipale supplémentaire n'a, à mon sens, pas grand intérêt. Par contre, il aurait été de bonne loi de créer une commission extra-municipale pour faire participer les Namoriens. Et cette commission-là a réellement un grand intérêt pour la démocratie participative, car elle permet d'associer tous les Namoriens. Donc, ce qui est important, c'est peut-être simplement d'en faire une extra-municipale. À partir de là, on met bien sûr les élus, mais aussi finalement les Namoriens. Et là, finalement, mon cher maire, ça a du sens. Mais moi, création d'une commission municipale supplémentaire, je voterai contre ce point, en espérant que peut-être elle pourrait rebondir vers une commission extra-municipale, auquel cas j'y aurais bien évidemment et j'y verrais beaucoup d'intérêt. Alors, nous avons souhaité créer une commission municipale. Alors vous parlez d'extra-municipal, c'est d'y associer les habitants. Mais les habitants, ils y sont associés à travers les comités de quartier. Voilà, c'est notre position. Vous ne partagez pas tout à fait, c'est bien sûr vous avez votre opinion et il faut l'exprimer. Donc, je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Qui est contre? M. Wojciechowski. Qui s'abstient? M. Atmania et Mme Stelmazik. Point suivant. Compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre des articles L21-22-22 et L21-22-23 du CGCT. Monsieur Lirim, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, conformément aux dispositions des articles L21-22-22 et L21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions prises en application des délégations que vous avez accordées à monsieur le maire par délibération du 11 juillet 2020. Point numéro 4, il s'agit de... Donc, au point numéro 1, ce sont des contrats qui concernent donc les logiciels, Longitude Solutions qui se trouve à Mulhouse. Donc l'objet, cela concerne la redevance pour GVS contrôle stationnement payant 6 unités, maintenance logiciel municipal, gestion de la police municipale 6 unités, redevance recours administratif préalable obligatoire 6 unités. Donc vous avez les montants juste en face dans le tableau. Au point numéro 2, c'est l'ensemble des marchés à procédure adaptée. Il s'agit de la location et entretien des vêtements de travail des agents de la cantine pour un montant hors taxe de 196,20 € par mois, qui a été attribué donc à la société Annette qui se trouve à Thaon-les-Vosges. Troisième point, création d'une régie de recettes au service des sports. L'objet, donc, c'est l'encaissement des droits d'inscription suivants: le mercredi sport, passe jeunesse, Cap Sport Aventure. Donc le mode d'encaissement numéraire, chèque, carte bancaire, chèque vacances, paiement par internet et les bons de CAF. Le montant maximum de l'encaissement est de 300 €, modalité de recouvrement, délivrance d'une quittance P1RZ et un fonds de caisse de 100 €.
cautionnement, le montant est fixé dans l'acte d'une nomination du régisseur. Au 4e point, vous avez donc la modification de la régie de recettes de services vie associative. Modification de l'article 3, désormais les droits d'inscription pourront être perçus dans les structures municipales suivantes. Donc maison de quartier, Vennec, Carrière, Huchet, Faubourg et dans le quartier Jeanne d'Arc. Au point numéro 5, la liste des opérations funéraires que vous trouverez en page annexée. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais vous avez donc l'attribution des concessions nouvelles et ce qui existe. Voilà. Il n'y a pas de vote s'il y a des questions. C'est des remarques, des questions. Monsieur Wojciechowski. Ça sera... Oui. Comme annoncé au conseil municipal lors des échanges derniers, j'avais fait part que ce sera rajouté au compte rendu du conseil municipal. C'est tout. Donc, il y a juste un petit peu de retard dans la rédaction des comptes rendus, mais je pense qu'au prochain conseil municipal, vous les aurez. Voilà, je l'ai promis, c'est fait. Ce sera j'ai les réponses là, mais ce sera au compte rendu. Bien. Point suivant, point numéro 5. Donc c'est le désamiantage et déconstruction du lycée Valentin Metzinger, ainsi que la reconstruction du nouveau collège en lieu et place, avec la signature d'une convention à intervenir entre le département et la ville de Saint-Avold. Merci Monsieur le maire. Donc, par arrêté préfectoral en date du 30 août 2018, M. Jean-Luc Marx, ancien préfet de la région Grand Est, porte à la connaissance de M. le maire de la ville de Saint-Avold la fusion administrative du lycée général et technologique Jean-Victor Poncelet et du lycée professionnel Valentin Metzinger à compter du 1er septembre 2018. Aussi, les biens immobiliers du Valentin Metzinger, construits en 1968, cadastrés section 19, parcelle 57, ne peuvent être requalifiés par les deux collectivités territoriales en l'état, car les bâtiments, excepté la cantine scolaire, sont considérés comme impropres à tout usage et nécessitent donc une opération de désamiantage. De ce fait, la région Grand Est a procédé à la désaffectation de la mission de service public dont elle a la compétence, ce qui a conduit à la restitution des bâtiments le 30 août 2019 en présence des services de la région Grand Est et de la ville de Saint-Avold. Dans ce contexte, des discussions ont été menées avec le département de la Moselle visant à reconstruire en lieu et place de l'ex-lycée Valentin Metzinger un nouveau collège avec une ambition forte en matière d'exigence environnementale et d'économie d'énergie qui se porte à 14 millions d'euros. Ainsi, considérant qu'il est primordial pour la commune de Saint-Avold et de la communauté d'Aglo de maintenir un établissement de second degré qui de surcroît est implanté dans un quartier prioritaire de la ville, il est proposé à l'approbation du conseil municipal que la ville de Saint-Avold s'engage par voie de convention à la cession intégrale et à titre gratuit de la parcelle susmentionnée d'une contenance totale de 11 150 mètres carrés. Les équipements sportifs, gymnases et stades, ainsi que le tunnel d'accès dédié équipements seront mis à disposition du département, étant spécifié que les modalités seront à définir à travers une convention. La fréquentation selon données du collège de la Carrière est répartie comme suit. Donc 233 élèves de Saint-Avold, 267 élèves issus du territoire de la Casasse et 40 élèves sont issus d'autres communes. En contrepartie, le département de la Moselle procédera à une rétrocession en l'état de la section 19 parcelle 130 correspondant actuellement au collège de la Carrière. Les frais inhérents aux divers branchements au réseau public et tous autres frais incombant à la commune feront l'objet d'un avenant à la convention ci-jointe. Pour ce faire, la commune de Saint-Avold doit procéder au désamiantage ainsi qu'à la déconstruction des bâtiments 6 rue de la Carrière et Montréal.
Le coût estimatif s'élève à la somme de 311 215 € hors taxe, selon le plan de financement que vous trouverez ci-dessous. Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d'autoriser donc Monsieur le maire ou son représentant légal à signer la convention relative au partenariat pour la reconstruction du collège de Saint-Avold-la-Carrière, à intervenir entre la ville de Saint-Avold et le département de la Moselle, ainsi que tout document afférent à sa mise en œuvre. En complément de la délibération du 27 juin 2019, point numéro 36, portant sur la déconstruction du lycée Valentin-Metzinger, autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer tous les documents se rapportant à la déconstruction du lycée Valentin-Metzinger. D'autoriser ensuite Monsieur le maire ou son représentant légal à solliciter des subventions auprès de la région Grand Est dans le cadre du dispositif de soutien à la résorption des friches et verrues paysagères ou tous autres organismes. Finalement aussi prévoir les crédits au BP 2000 au budget donc 2021. Des remarques, des questions? Monsieur Wojciechowski. Bien évidemment que me réjouir en tant que conseiller départemental et à l'origine des choses que les choses se passent bien comme ça, et je vous en remercie. Simplement noter peut-être dans la commune de Saint-Avold doit procéder au désamiantage. Il serait bon de préciser quel bâtiment il s'agit, c'est tout. Voilà. Plutôt désamiantage du lycée ou du collège. Voilà. C'est tout sauf la cantine, c'est tous les bâtiments. À mon avis, c'est que le lycée, mais regardez effectivement sur les bâtiments pour qu'on soit sûr. Parce qu'on sait qu'on en garde certains et qu'on désamiante les autres. Juste préciser quels sont les bâtiments qui sont concernés, sans plus. Voilà. Merci. Dans la convention, ça sera bien précisé. Monsieur Atmania. Oui, merci. Alors, je me réjouis également de la poursuite de ce projet engagé depuis 2 ans et des brouettes. Évidemment, avoir une rénovation d'un équipement scolaire qui accueille autant d'élèves et qui est important pour notre ville, c'est absolument pas neutre ni anodin. Je porte simplement une attention particulière à une partie de la délibération dont vous nous avez donné lecture concernant les équipements sportifs. Les équipements sportifs, gymnase et stade. Quand vous parlez le tunnel d'accès qui seront mis à disposition du département, etc., comme il est de tradition, bien évidemment. Et moi, ce que je vous dirais simplement, c'est que cette question des équipements sportifs vis-à-vis du collège, pour en avoir discuté avec la principale, c'est un problème récurrent, parce que l'équipement sportif aujourd'hui, à savoir le gymnase COSEC, n'est plus dans un état satisfaisant pour accueillir et les scolaires et les clubs et les différentes associations. Donc je profite de la délibération concernant le collège, puisqu'il y avait à un moment donné, comme il y a du terrain qui se libère très simplement, la possibilité, l'idée peut-être, d'inclure dans le projet de construction nouveau le fait d'adjoindre un équipement sportif. Beaucoup de collèges disposent d'un équipement sportif dédié. Le lycée Poncelet dispose de son propre gymnase, qui réduit aussi beaucoup de problématiques, y compris le transport, même si là on a un tunnel direct. Mais c'est peut-être une opportunité que le département a et que la ville peut certainement regarder en termes de projet, puisque la question des équipements sportifs sur ce quartier, elle doit être retraitée. L'état des équipements sportifs n'est plus satisfaisant, et si on veut que nos clubs et nos assos puissent en disposer pleinement et que les scolaires aient des équipements de qualité et qu'ils puissent recevoir du coup un enseignement de qualité, il faudra bien évidemment prendre en compte ce point dans le projet. Voilà. Donc j'espère que vous pourrez m'apporter des réponses, ou en tout cas porter cette problématique auprès des organismes concernés, notamment du département et de ses représentants. Merci, M. Atmania. Alors, je voudrais apporter une précision, c'est que la mise à disposition n'est pas gratuite. Bon, il y a une rémunération qui est payée par le département, qui est minime. Autre chose, pour le gymnase, il y avait un projet de rénovation par l'ancienne équipe par rapport à ce gymnase, et des subventions avaient été prévues par le département. Malheureusement, ça n'a jamais été mis en route.
n'y a pas eu de démarrage de travaux, donc les subventions ont été retirées. Par rapport, sinon, à la nouvelle construction, ce sera un projet à voir avec la nouvelle municipalité, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Non. Alors, si je peux peut-être rajouter sur le foncier, le terrain qui va se libérer. Donc le terrain qui va se libérer pour le collège, des échanges qu'on a eus avec le département, avec le président, je ne pense pas qu'il y ait de la place pour un tel équipement. Par contre, on va quand même récupérer après le collège, l'ancien collège. Je vous dis juste, je vous rappelle, on envoie la délibération, l'estimatif de la participation de la ville est de 250 000 €. On va se payer après pour le collège encore le démontage du collège, même opération. On sera peut-être dans la même zone, fait 500 000 €. Nos équipements, nos bâtiments sont dans un triste état, vous le dites bien, le collège ne sont plus adaptés, nos routes sont dans un triste état, nos arbres élingués sont Pascal, tu as un programme de quelques années, il y a un passé, il y a du travail de partout, mais encore, quand on veut faire des choses, il faut de l'argent. Donc, on va mettre en place un programme pluriannuel de travaux, des investissements qu'on doit faire. C'est en cours. L'embauche du nouveau DST, c'est une de ses missions. Il travaille déjà dessus d'ailleurs. C'est de nous programmer, de faire un programme pluriannuel de tous les travaux. On va également engager un programme de rénovation et d'amélioration énergétique de nos bâtiments, ainsi que de la pose de panneaux photovoltaïques partout où c'est possible. Voilà. Pour vous répondre, la réponse est plus large, mais oui, la remarque est judicieuse. Après, il y a la réalité et il y a aussi quelque chose que le nouveau DST a à sa charge. Il faut faire des demandes de subventions, à un moment donné, il faut y aller. Il faut prendre de l'argent là où il est. Si vous me permettez. Oui. Je vous rejoins par rapport aux différents points que vous avez évoqués. Les intentions sont louables et très bien. Sur la problématique des routes, de l'élagage, je ne reviendrai pas sur le passif, mais en tant qu'ancien adjoint à l'environnement pendant des années, je pense que vous avez une bonne connaissance de la problématique et que vous avez aussi pu saisir l'ampleur de la tâche déjà à l'époque. Donc ce sont des choses qui ne sont pas forcément nouvelles et le rappel de l'historique ne date pas d'il y a 6 mois. Je dirais simplement par rapport à cet équipement collège, demander des subventions, 100% raison. Je le dis d'autant plus que on va être dans la dynamique du plan de relance, que les collectivités seront de ce fait-là aidées et accompagnées pour investir, qu'il est aussi du rôle de la collectivité, puisque quand on parle de dépenses au niveau des collectivités, je fais un chouïa de points plus large, mais pas trop. Quand on parle de dépenses des collectivités, la dépense n'est pas mauvaise en soi. C'est pas parce qu'il y a dépenses qu'il y a erreur ou qu'il y a mauvaise gestion. La dépense, c'est aussi faire vivre le tissu local. Et donc le fait, demain, effectivement, vous dites 250 000 € aujourd'hui, coût de l'estimation, 250 000 € peut-être demain ou plus pour le collège. Évidemment, c'est un coût. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est combien d'entreprises vont travailler, quels sont les emplois qui seront générés ou sauvegardés grâce à ces chantiers. Et si c'est le coût de la participation de la ville à la sauvegarde de l'emploi local, je vais vous le dire, ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Je pense que tous les Naboriens sont prêts sur leur fiche de taxes à faire le petit effort sympathique pour sauvegarder un peu d'emploi. Voilà. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il faut faire travailler les entreprises locales. Encore, quand on les fait travailler, faut-il les payer? J'ai été relancé par le directeur de Saint-Gabor Service sur des factures non payées de 66 000 € de la saison hivernale 2018-2019. 66 000 € pas payés. C'est resté, je ne sais pas où, mais il m'a dit c'est pas faute d'avoir relancé. Mais voilà. Donc oui, c'est bien de faire travailler les locaux, mais encore faudrait-il que la procédure soit respectée et que les entreprises soient payées. Alors, je vous parle même pas des petits artisans qui sont venus dire, monsieur le maire, aidez-moi, j'ai 30 000 € de dette chez vous, on ne me les paye pas. Si vous ne me donnez pas quelque chose là, sur 2020, je mets la clé sous la porte. Il n'y en a pas un.
Monsieur le maire, je signe des deux mains ce que vous venez de me dire. Alors, il y a bien la théorie, mais il y a la réalité. Il faut payer nos entreprises locales, il faut les payer dans les délais. Les délais légaux, c'est 45 jours, Madame Kebelch. Et on a encore de la chance. 60, ils ne mettent pas de pénalité. On a de la chance. Vous avez raison, mais je vous dirais, et ne le prenez pas mal, mais vous me faites référence sur des factures 2018-2019. Dois-je difficilement vous rappeler le nom de l'adjoint aux finances de l'époque? Encore faut-il que les factures arrivent jusque dans les services. Croyez-moi, quand les factures sont dans le tiroir des services et qui ne sont jamais connues ni de le système informatique, ni de la responsable de la comptabilité et de la finance, croyez-moi, c'est quand même difficile. Je veux bien vous croire, mais moi je n'étais pas là à cette époque. Et on n'est pas encore au bout des surprises, croyez-moi. Moi je n'étais pas là, mais vous, oui. On n'est pas encore au bout. Bien, d'autres interventions. Moi, je voulais juste ajouter une précision aussi. En fait, nous avons ralenti la déconstruction du lycée parce qu'en fait, quand on a pris les affaires, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune demande de subvention de fait pour la déconstruction. Et donc, j'ai envoyé une lettre à la région et puis ils nous ont dit ils peuvent participer jusqu'à 20%. Donc voilà, on essaye, ça n'a pas été fait avant, donc on l'a fait. Bien joué sur les 20%. Je précise simplement pour bien connaître cette aide particulière qu'elle a été mise en place au mois de janvier. Mais d'autres subventions existaient, sauf que ça n'a pas été demandé. Voilà. Bien, s'il n'y a pas, M. Olczykowski. Micro. Comme l'a dit Tristan, elle n'existait pas et la région a dit non aux demandes de subventions qui avaient été demandées à l'époque, c'est tout. Voilà. En tout cas, nous n'avons trouvé aucune trace. Ouais, on passe, si pas d'autres remarques, on passe au vote. Qui est pour? Contre, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté, merci. Bien, point numéro 6 qui concerne l'acquisition d'un terrain et d'un bungalow rue Lavoisier au quartier Jeanne d'Arc en vue de l'installation d'un commerce de proximité. C'est Lirim, vous avez encore la parole. Merci Monsieur le maire. Donc la commune souhaite acquérir une parcelle appartenant à la SCI SPE dont le gérant est Monsieur Steve Régnier, située rue Lavoisier au quartier Jeanne d'Arc, sur laquelle est implanté un bungalow installé par la municipalité depuis le premier trimestre 2020 pour une activité commerciale, mais actuellement libre de toute occupation. À présent, la ville envisage de mettre à disposition le module en question pour y accueillir un commerce essentiel, à savoir un dépôt de pain et d'épicerie, afin de créer un lien social dans un quartier éloigné et proposer ainsi à la population un service de proximité. La parcelle concernée est cadastrée sur le banc de Saint-Avold, section 61, numéro 696 0 donc 50 Sentiard. L'acquisition a été proposée à M. Régnier au prix de 8 000 €, qui a été accepté par ce dernier. Quant au bungalow, son prix d'acquisition s'élève à 5 760 € TTC. Ceci étant exposé, vos commissions foncières et opérations immobilières vous proposent d'acquérir pour le compte de la commune la parcelle visée ci-dessus, appartenant à la SCI SPE, représentée par M. Régnier, ayant son siège social au 8 rue Lemire à Saint-Avold, de régulariser l'acquisition du bungalow, d'autoriser M. le maire à entreprendre des démarches pour l'installation d'un commerce de proximité dans le module rue Lavoisier, d'autoriser M. le maire à établir et à signer une convention de mise à disposition du module avec le commerçant choisi, d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente, à intervenir et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération, de payer le prix aussitôt après l'accomplissement des formalités de publicité foncière au service de la publicité foncière compétent et après remise d'une copie authentique portant mention de cette publicité ou au vu du certificat du notaire prévu à l'annexe 1 de l'article D1617-19 du Code général des collectivités territoriales, sachant que les crédits nécessaires sont à prévoir 21-824-21-111. Des remarques, des questions, s'il vous plaît? M. Olczykowski. Je ne
peux que me réjouir finalement du maintien de ce bungalow, parce que c'est quand même essentiel pour la population. Simplement marquer, envisage de mettre à disposition gratuite ou payante, c'est tout. Simplement le préciser. Oui, je peux le préciser. En fait, j'ai rencontré un jeune homme qui habite ici. Alors, le jeune homme, il est tout jeune, il est majeur, hein, bien sûr. Sa famille est un petit peu aussi dans le commerce. Il n'a pas d'emploi et il souhaite créer sa petite entreprise, donc reprendre le dépôt de pain. Mais ça ne sera pas qu'un dépôt de pain, il veut un petit peu diversifier son activité. Donc ça sera une toute petite épicerie, vendre un petit peu ce qui peut être, ce qu'on a oublié, donc il veut développer ça, un peu de café, un peu de sandwich. Il veut également réouvrir dans l'après-midi. Mais donc ça sera je l'ai reçu, hein. Je l'ai reçu, il est bien soutenu par sa famille. Et on va je lui ai proposé de faire un bail de location, mais très symbolique, il faut l'aider, mais très symbolique, et à revoir, ça sera peut-être une centaine d'euros, et à revoir au bout d'un an comment marche son commerce. Alors je suis pas embêté, mais je suis pas embêté par ça, et je me réjouis aussi, comme vous, M. Wolczykowski, à dire c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est quelque chose qu'il faut garder. Hein. Ce qu'il y a, c'est que juste avant Noël, le boulanger qui était là, pratiquement du jour au lendemain, il a dit moi, c'est pas rentable pour moi dans mon organisation. Dans 2 jours, j'arrête. Voilà. C'est un peu rapide. Hein. Je vous avoue que les habitants de Jeanne d'Arc ont été surpris, mais un peu déçus, parce que c'était quelque chose de bien. Et donc j'ai demandé à M. Renier, mais dis-moi pourquoi c'est pas rentable, parce que quand même le bungalow, c'est pas à toi. Le bungalow, la facture a été envoyée à 5 000 et quelques euros, elle a été envoyée à la ville. Moi j'ai découvert ça. Le terrain avec les biens à toi, il a racheté à Pierre Schreif qu'il avait avant. Hein, donc j'ai dit, pour être clair, maintenant on rachète le terrain au prix où il l'a acheté. Et j'ai dit, mais il y a encore autre chose. Il y a une facture de 6 000 et quelques euros d'énergie qui est arrivée à la ville pour les branchements de l'assainissement. Je dis, c'est une activité commerciale totalement privée aujourd'hui, et voilà, moi j'ai ces factures, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, l'ancien maire est venu nous voir et rapidement il fallait faire ça. Donc c'est pas très légal, on dit, hein, vu les dépenses, c'est de l'investissement aussi, c'est pas très légal. C'était un petit peu rapide, mais enfin, maintenant c'est une régularisation, et on donne la chance à un jeune d'ouvrir son commerce et d'avoir une vie professionnelle et rendre service aux habitants du quartier. Voilà, pour quelques précisions, le pourquoi de cette délibération. Si pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Alors juste, je précise, hein, donc on est sur un montant de 8 000 euros d'achat de terrain, de 7 660 euros pour le bungalow, mais se rajoute à ça, mais c'est du fonctionnement, 6 500 euros à peu près de frais d'énergie. Que la commune supporte, est obligée de supporter, parce que c'est imposé, ça a été fait au premier trimestre 2020. Pas le laisser comme ça. Ce qu'on se réjouit de faire, c'est de se dire que dans les situations finalement qui étaient celles de l'époque, on a mis en place, parce qu'il n'y avait rien à Jeanne d'Arc, chacun était d'accord, et tu étais d'accord aussi. Donc ce qui est clair par rapport à ça, aujourd'hui, il faut les normes, et les normes d'hygiène sont encore plus importantes aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être à l'époque. Donc si on met un bungalow, il faut brancher. Il n'y a pas le choix. Il faut le brancher, mais quand c'est une initiative privée, qu'on envoie leur facture à la ville, on peut se poser des questions. C'est ça, là. Bien sûr qu'il faut le brancher, mais c'était un peu, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, le bungalow, 5 000 et quelques euros. Il me dit, ah bon, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Et donc, on découvre un peu les choses, et aujourd'hui, il faut régulariser de cette manière. Que je comprenne bien, parce que vous m'avez mis le doute. Vous nous parlez donc d'une facture de 5 000 et quelques euros d'énergie 6 ou 6 000 qui a été faite donc d'énergie à la ville. C'est simplement le branchement de la chose. À aucun moment on a payé les consommations d'énergie du Gaillard. Non. Bon, à ma connaissance, non. On a branché. Ouais.
Il n'y avait pas d'assainissement, je crois qu'il y avait que l'électricité et l'eau peut-être, il n'y avait pas d'assainissement, donc il a fallu réouvrir la route, il a fallu réouvrir le trottoir, la parcelle, le trottoir. Bon, je sais pas, moi très honnêtement, à cette époque-là, je le redis, contrairement à d'autres, je n'étais pas membre de l'Assemblée délibérante. Moi simplement ce que je me dis, c'est que si on a voulu mettre en place un commerce de proximité sur un quartier, par le biais d'un bungalow et à titre expérimental, de dire... Ah, ça c'est vous qui le dites. Expérimental, c'est vous qui le dites. C'est pas, oui, non, mais je sais. Expérimental, hein, et c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne sais pas quel était l'objectif de base, je n'étais pas là. Mais par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aurait pu implanter ce type d'activité-là si on avait demandé à l'indépendant de payer les 6 000 € de rattachement pour une structure de ce type? Parce que moi, je vous le dis moi-même, j'ai le plaisir d'être un petit entrepreneur et je me dis que entre une structure en dur entre guillemets, effectivement, voilà, nouvelle construction, on construit une maison, on construit un local commercial, le faire rattacher pour 6 000 € sur des coûts de 60 000, 80 000, 100 000, 200 000, c'est une pécadille, mais quoique, mais sur un magalo d'installer, bon, je sais pas si on aurait fait venir le type à l'époque, sans chercher à faire l'historique. Mais bon, je polémique pas. Non, mais sur le fond, vous avez raison. Mais il faut juste bien faire les choses. Oui, mais tu es d'accord. Il faut juste bien faire les choses. Ce qui m'aurait choqué, c'est qu'on ait payé des factures d'électricité ou d'énergie. Non. Mais ça sent pas être le cas. Donc ça me choque pas. Bien, tu fais voter. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 7, désignation des représentants de la ville au sein des organismes délibérants d'établissements scolaires et universitaires. Madame Spire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé aux membres de l'Assemblée que la loi numéro 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi numéro 85-97 du 25 janvier 1985, porte sur la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment en matière d'enseignement. Cette loi prévoit en particulier la représentation de la commune siège au sein des différents organismes délibérants de certains établissements scolaires publics ou privés. Aussi, il convient, suite à une réorganisation des services, de procéder à la désignation de nouveaux représentants conformément aux dispositions d'une part de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales et d'autre part de la loi précitée ainsi que les textes réglementaires subséquents précisant le nombre de représentants par catégorie d'établissement. L'essentiel de ces dispositions concernant la ville se résume ainsi. Enseignement secondaire, enseignement public, lycée et collège. Référence, article 13-5, loi numéro 83-663 du 22 juillet 1983, modifié. Décret numéro 85-924 du 30 août 1985, circulaire ministérielle du 30 août 1985. Conseil d'administration, lycée de plus 600 élèves, 2 représentants titulaires plus 2 suppléants. Collège de moins de 600 élèves, 2 représentants titulaires. Commission permanente, 1 représentant titulaire plus 1 suppléant à désigner parmi les personnes citées au paragraphe ci-dessus. Et vous trouverez le tableau des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration des établissements. Entre autres pour le lycée Poncelet, Madame Lallemand Solène, titulaire, Monsieur Vecchio Gaëtan, suppléant. Pour le lycée technique, c'est Madame Mathé Armal Geneviève, titulaire, et Madame Guérin Amandine, suppléant. Pour le collège de La Fontaine, Madame Klein Moransky Christine, titulaire. Pour l'IUT, quelqu'un de la communauté d'agglomération, c'est table synergie. Et pour le collège de la Carrière, Monsieur Gaudy Glotter, titulaire. Y a-t-il des questions? Monsieur Wojciechowski. Simplement, Monsieur le maire, j'ai une problématique avec les références. Parce que de mon point de vue, finalement, le décret, c'est pas celui de 83, mais celui de 2014. Et celui de 2014, eh bien, il dit des choses un peu différentes. Qu'est-ce qu'il prévoit le décret de 2014? Il prévoit pour le lycée de plus de 600 élèves, une personne de la ville, une personne d'agglo, et pour les collèges de moins de 600 élèves, un de la ville. Alors, je vous demanderais simplement de bien vouloir vérifier
que ce décret 2014, Code d'éducation, etc., dont je peux vous laisser finalement les éléments, pas qu'on se trompe, hein, j'ai rien contre qui est désigné, qui n'est pas désigné, mais simplement qu'on ait le bon décret. Et moi, c'est bien celui du Code d'éducation, article R 421-14, de 2014, pas de 83. Et ça change un tout petit peu les choses. Alors, je voudrais simplement que vous vérifiez, pas qu'on se viande dans des choses qui sont peut-être surannées pour vous. Voilà. Oui, on revérifiera. D'autres interventions? On peut passer au vote. Monsieur Brem. Monsieur Brem, oui. Comme effectivement il n'y a pas de représentant suppléant Collège La Carrière, je propose ma candidature comme suppléant à M. Gaudy. Oui, ok. Il n'y a pas d'objection. C'est bon. Ok, tu peux faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Virginie. Point suivant, indemnité des élus. Madame Guérin, vous avez la parole. Donc la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a modifié les dispositions du Code général des collectivités territoriales portant sur les indemnités des élus. Désormais, les conseillers municipaux délégués ayant reçu délégation et dans le respect de l'enveloppe globale autorisée peuvent se voir attribuer une indemnité de fonction dépassant le plafond sous certaines conditions. Cette disposition s'applique aux communes qui, au cours de l'un au moins des 3 exercices précédents, ont été attribuées de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Les indemnités majorées à ce titre ne peuvent excéder le taux maximal de la strate de population immédiatement supérieure à la commune et ne peuvent s'appliquer qu'au montant des indemnités réellement votées. Conformément à ces nouvelles dispositions et en complément de la délibération du 23 juillet dernier de la ville de Saint-Avold, a la possibilité, au titre de la DSU, de voter une majoration pour cet élu. Il vous est donc proposé, tout en respectant l'enveloppe globale, d'augmenter les indemnités perçues par le conseiller municipal délégué suivant, M. Serge Edinger, et de lui appliquer désormais le taux de 11,90%. Est-ce qu'il y a des questions? M. Atmania. Première question pour que je comprenne bien. J'ai bien lu les visas légaux. Le fondement de l'augmentation de cette indemnité, c'est la prise par Serge Edinger de la présidence de la commission démocratie participative. Oui. Donc vous répondez par l'affirmative. Alors ce qui me gêne, 2 choses. Une chose sur le fond et une chose sur la forme. Sur la forme, vous nous faites voter il y a 4 ou 5 points la création de la commission. Vous nous annoncez la désignation d'un président et d'une vice-présidente. Jusque-là, on a des divergences, mais ok. Et vous nous mettez 4 points ou 5 points après l'augmentation de l'indemnité du président. Donc ça, c'est un vrai souci de forme pour moi, parce que j'identifie ça comme une tentative de planquer l'affaire, ou de dissocier le point A du point B. Donc ça, comme vous voulez. Oui, oui, et très clairement. Ça c'est mon problème sur la forme, puisque la clarté aurait voulu que vous mettiez la délibération sur l'indemnité juste après la création de la commission. Le deuxième point qui me gêne, c'est toujours et encore, et vous voyez qu'aujourd'hui pour moi c'est le conseil de la cohérence, où j'essaie toujours d'être cohérent avec ce que je dis depuis le début de ma présence dans cette assemblée, et peut-être de l'incohérence pour vous, puisque votre premier acte a été de diminuer, du moins de changer la répartition des indemnités des élus, puisque vous avez enlevé un peu aux adjoints, mais vous avez remonté aux conseillers, donc l'enveloppe globale n'a pas bougé, et depuis, on ne voit que les subventions, les indemnités augmentées. Sans remettre en cause, je dirais, le travail des uns et des autres. C'est même pas le sujet. Le sujet, c'est un sujet de clarté et de message vis-à-vis du citoyen. Quand vous nous avez dit, en bonne intention, cheval blanc, que vous alliez baisser les indemnités, on vous a cru. Mais on ne vous croit plus. Voilà. Donc, sujet de forme, la délibération telle qu'elle est présentée. Sujet de fond, je pense que ce n'est pas le moment
pas l'opportunité, puisque avant de démarrer le mandat, Serge Edinger était conseiller délégué. Il connaissait très bien le montant, il était déjà présent dans l'Assemblée délibérante sous l'ancienne majorité, avec l'ancien maire, donc il connaissait le montant des indemnités. Et il s'est engagé en connaissance de cause. Donc aujourd'hui, avec des augmentations d'indemnités qui arrivent, vous m'excuserez, mais je ne peux pas valider. Voilà. Vous avez voté. Alors je vais d'abord répondre à M. Atmania. On a changé, et vous l'avez dit, on a changé la répartition. En aucun cas, on a augmenté l'enveloppe globale d'indemnité. En aucun cas. On a enlevé aux uns pour donner aux autres. Voilà. Et on fait en sorte que l'investissement et la responsabilité soient reconnus. Voilà. C'est ma réponse. Monsieur Olczykowski. Simplement, monsieur le maire, j'ai rien contre Serge Edinger, bien au contraire, je pense quelque part qu'il fait bien son travail. La seule problématique que je vous demanderais de faire, c'est finalement d'être clair. Si on doit finalement faire des augmentations à chaque conseil municipal, il faudrait un jour avoir un peu, je dirais, de cohérence. On le fait une fois pour toutes, ou pour tous, ou pas pour tous, mais pas à chaque conseil un autre. On a eu Brême, on a eu Le Tulier, maintenant on a Edinger, la fois prochaine ce sera encore d'autres. J'aimerais qu'il y ait, si vous voulez, un peu de cohérence là-dedans. J'ai rien contre le fait, quelque part, qu'on indemnise quelqu'un par rapport à ce qu'il fait. Mais, ceci étant, c'est un peu pesant, finalement, de voir chaque fois une délibération pour l'un, une délibération pour l'autre. Ça fait, finalement, un petit peu de clientélisme que je n'aime pas. On n'est pas d'accord. On prend acte on va polémiquer dessus. On prend acte de votre avis. Et encore une fois, je le redis, les commissions vont vivre et on va s'adapter, on va évoluer dans notre fonctionnement. Enfin, bien sûr, je déborde un peu pour les sujets suivants. On a énormément de choses à rattraper, à corriger. On n'est pas au bout de nos peines. Mais il va bien falloir. On le fait déjà en Seattle, à faire en sorte qu'on fonctionne mieux. Mais dans ce cas-là, je le redirai tout à l'heure, mais dans ce cas-là, c'est une évolution tout à fait normale et une montée en charge de nos promesses et de notre programme, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Godig. Bien voilà, justement je voulais dire, puisque c'est facile de critiquer, mais Serge Edinger est un exemple. Il est toujours sur le terrain, il donne un coup de main dans les services comme à l'environnement, à la vie associative, et ces comités de quartier viennent d'être créés, c'est encore une lourde charge. Et en plus il a le conseil municipal des jeunes et tout ce qui l'entoure encore. Et moi je crois que Serge fera du très très bon travail, et je pense qu'on le reparlera d'ici peu. Merci. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, Madame Guérin, vous pouvez passer au vote. Ok, donc qui est contre? Alors, Monsieur Atmania. Qui s'abstient? Monsieur Olczykowski. Merci. Point suivant, toujours Madame Guérin, de la création d'un poste de directeur général des services. Donc, vous allez nous expliquer. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu le décret du 30 décembre 87 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, vu l'accord des organisations syndicales pour la création du poste de DGS pour des communes de 20 000 à 40 000 habitants en date du 13 janvier 2021, sachant que la présente délibération du conseil municipal sera proposée au prochain CT du 28 janvier 2021, vu le décret du 30 décembre 87 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Vu la délibération du conseil municipal du 6 février 2017 permettant aux communes comportant une zone urbaine sensible d'être surclassées dans la catégorie démographique supérieure et notamment sur la strate des communes de 20 000 à 40 000 habitants, vu la délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 2003 portant transformation du poste fonctionnel de directeur général adjoint des services sur la strate de 20 000 à 40 000 habitants, considérons que le conseil municipal n'a jamais été sollicité afin de créer un poste de DGS nécessaire au bon fonctionnement de notre collectivité et que ce poste existe sur le tableau des effectifs, considérant la nécessité de pourvoir au recrutement d'un DGS et qu'il convient de créer l'emploi fonctionnel de DGS qui aura pour mission de diriger sous l'autorité du maire l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation, il vous est proposé la création d'un emploi fonctionnel de DGS à temps complet. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative au grade d'attaché par voie de détachement. L'agent détaché sur l'emploi de DGS percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel créé. Il bénéficiera également de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret du 6 mai 1988 et d'une NBI. Il pourra également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. Cette décision sera présentée pour validation à notre prochain CT. Et donc, il vous est proposé de décider d'adopter la proposition du maire, de modifier aussi le tableau des effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de dire que les dispositions de la présente délibération prendront effet à partir de la transmission au service de l'État et la notification, d'autoriser le maire à certifier sous la responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission aux représentants de l'État et de sa publication. Voilà, des questions, M. Olszewski. Simplement, Monsieur le maire René, je ne pense pas qu'on puisse marquer, considérant que le conseil municipal n'a jamais sollicité, enfin de créer un poste de directeur général des services. Avant Villemot, il y avait Mallinger. Je pense quand même qu'à un moment donné, quelqu'un nous a soumis quelque chose de ce type-là. Ça non. fait que. Étonnamment, non. Oui. T'as regardé? Ouais. Moi, ça me paraît. Moi aussi. Oui. Exorbitant. Parce qu'il y avait quand même des directeurs généraux qu'on a connus tous les deux. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Oui. Ça m'étonne d'ailleurs que des emplois comme ou des gens comme Mallinger à l'époque, etc. Il n'est pas vu. Puis avant Mallinger, il y avait quand même des DGS. Il y avait Metzger. Il y avait quand même à Saint-Avold, il n'y a pas eu un cas DGS. Il y en a eu quelques-uns. Oui. Alors que ces gens-là, finalement, comme Denis Metzger, comme d'autres, n'ont jamais pensé mettre une délibération, ça m'étonne. Je voudrais quand même qu'on regarde bien parce que. On a regardé. Alors en fait, on nous a mis la puce à l'oreille. Hein. On nous a mis la puce à l'oreille. C'est au contrôle de légalité de l'embauche. On a parlé au conseil précédent de l'embauche de l'ancien DGS, où effectivement. C'était pas légal, et on nous fait remarquer, mais monsieur le maire, vous n'avez jamais pris de délibération, c'est pas nous, c'est là qu'on allait chercher. Bah oui. Il n'a jamais pris de délibération pour créer le poste de DGS. Mais non, vous vous trompez. Depuis combien de temps? Bah oui. Non. Il y a 50 ans, on en avait déjà un. Et non, c'était pas. Non, donc on a les informations si Mme Guérin. Non. Donc, oui, c'est étonnant, non, mais je suis d'accord. Oui. Voilà. Et puis ensuite, quelque part, simplement. Compléter quand même, cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A, oui, c'est vrai, au grade d'attaché, mais il y a aussi finalement la possibilité pour les agents contractuels. J'aimerais bien qu'on rajoute cela, parce que c'est aussi réglementaire. Tout ce qui est réglementaire, il faut que ça soit écrit dans les délibérations. Après, vous choisissez ce que vous voulez, mais il faut marquer, bien évidemment, tout ce qui est par voie contractuelle, ils ont droit de postuler eux aussi à ce poste-là. On rajoutera si c'est légal, c'est un peu... Voilà, ça c'est je ne pense pas. Hein. On verra si c'est légal, on le rajoutera, mais on fera un contrôle. Regardez si c'est légal. Donc, monsieur le maire, vous me confirmez bien qu'à l'heure actuelle, personne n'est recruté. À part pour la transition. À part pour la transition, pour le moment de transition. Ah oui. Ben non. Oui. Bon, voilà. Le directeur général de service ne va pas sortir comme ça. Il n'est pas recruté à l'heure où on parle. On est d'accord. On est d'accord. Voilà.
Non, mais on a revu toutes les anciennes délibérations et ça confirme, hein, il n'y avait pas. Il y a bien eu un changement lorsqu'on a changé de strate, hein, c'est bien ce qui est dit. Et donc elle peut peut-être lire l'ancienne délibération et dans cette délibération-là, en 2003, on a évoqué un certain nombre d'emplois, mais pas le DGS. Donc c'était si tu veux peut-être compléter. Je l'ai en entier, non. Il a été proposé de modifier la strate pour l'emploi de DGS, donc de passer à une strate de 20 000 à 40 000 habitants. Et donc cette décision, ça permet entre autres de modifier la rémunération du DGS. Oui. Oui. C'est tout. Ouais, mais personne n'avait contrôlé que... C'est tout ça. Ben oui. En fait, sous votre mandature, il y a eu 3 DGS et aucun n'avait son poste de créer. Oui, donc ni Madame Mallinger, ni Monsieur Melcher, ni Monsieur Villemout. Oui, voilà. Ils étaient là, mais leur poste, ils n'étaient pas là. Ouais, c'est ça. Des rémunérations augmentées. Non. Justifié. Bon, j'ai pas complété. Donc voilà, mais vous verrez, il y a encore un point supplémentaire où pareil, on ne s'est pas posé de questions et personne n'a regardé. Et vous verrez, on va en parler, c'est le point supplémentaire. Mais oui, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas au bout de nos surprises d'un certain nombre d'éléments comme ça. Mais bon, il faut maintenant être légalement bon. Donc faisons-le. Bon. S'il n'y a pas d'autres interventions, M. Atmania. Merci Monsieur le maire. Non, j'aurais juste bien aimé sur des délibérations et particulièrement sur des postes sensibles comme celui de DGS avec le passif récent qu'on a pu connaître, qu'il soit précisé les critères qui seraient pris en compte, peut-être soit sur la délibération, soit en annexe pour le recrutement du poste. Non, ça n'a pas lieu d'être sur le... Ça n'a pas lieu d'être... Je peux me tromper, hein, mais ça n'a pas lieu d'être sur la délibération. Sur la délibération peut-être, mais là, si vous voulez, je me dis, ma réflexion, hein, en lisant la délib, elle est la suivante. On crée effectivement le poste parce qu'il n'avait pas été créé. Ça relève du technique, je m'impesantis pas dessus. Même si effectivement c'est curieux, ce qui me pose plutôt question, et je pense que ça intéresse aussi les Naboriens, c'est de savoir comment le directeur général des services d'une institution de près de 250 agents, sur quels critères, sur quelle base, sur quels prérequis, comment ces gens-là vont être recrutés et comment est-ce qu'on organise la recherche du coup des candidats. C'est fait. Alors, c'est pas la délibération, parce que ça rentre pas sur la délibération, mais il a fallu rapidement, alors je dis rapidement parce qu'on ne peut pas se passer d'un DGS dans une commune comme Saint-Avold, donc il a fallu rapidement lancer un recrutement. Il y a un poste à pourvoir qui alors on a voulu privilégier en interne, hein, donc il y a eu des candidats, il y a eu une audition et je ferai mon choix rapidement. Oui, on a suivi la procédure, donc on est dans une procédure de fin de contrat, avec une possibilité pour lui de lui proposer, ça fait partie de la procédure juridique, de lui proposer un poste contractuel à un moment donné dans une fonction. Donc je lui ferai des propositions prochainement pour ne pas le laisser à la rue, s'il veut rester sur Saint-Avold. Mais du coup, vous nous dites que vous avez procédé à des auditions, donc vous avez recruté quelqu'un? Pas encore. On a reçu des candidats. On n'a pas encore recruté. J'ai entendu que vous aviez fait votre choix. Non, je ferai mon choix prochainement. D'accord. Non, ok. Voilà. Malentendu. Oui, il faut créer le poste avant de. Oui. Faisons les choses dans l'ordre. Tout à fait d'accord. Ah oui. Ce qui est dommage, finalement, il a fallu maintenant s'en aller pour que finalement on essaie de faire autre chose. Ben oui. On va payer un DGS, plus chacun va trouver quelque chose. Non, on va. Si on a un emploi qui correspond à ses qualifications, un emploi important,
on lui trouvera quelque chose. Si c'est pas le cas, il a une carrière à faire peut-être ailleurs. Mais on a été un peu tous, alors je dis tous, hein, je caricature un peu, on a tous un petit peu maladroits dans ce recrutement-là. Celui qui est vraiment touché par ça, nous on s'en sort. Enfin, c'est administratif. Mais mettez-vous à la place de ce monsieur, c'est plus qu'administratif. Hein, il a vraiment été touché. Il faut prendre ça en compte. Hein, on est quand même des humains. Il y a cet aspect-là. Donc, et c'est pas quelqu'un qu'on peut laisser tomber. Créneau-là parce que on est en période de Covid. J'ai pas vu que nulle part d'ailleurs sur les recrutements quelque chose finalement une délibération sur le télétravail. Est-ce que c'est quelque chose que vous préparez? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu? Voilà. J'ai pas compris, une délibération sur le télétravail. Ah, sur l'organisation et la mise en place du télétravail dans la collectivité. C'est quelque chose qui se fait et qui est, si tu veux, un peu incité par le gouvernement. J'ai pas vu encore de délibération de la collectivité par rapport à la mise en place du télétravail sur la ville de Saint-Avold. Alors qu'on a de nombreux agents, hein. C'est important. Oui, non, c'est bien de le faire remarquer. C'est quelque chose à laquelle on a réfléchi et on en a parlé en réunion de CT et CHSCT, si je ne me trompe pas, lorsqu'il y a eu le deuxième confinement. Et il faut qu'on mette, quand on parle de télétravail, il y a des obligations de l'employeur de mettre à disposition du matériel. Donc il faut qu'on travaille avec nos partenaires sociaux sur l'organisation et cadrer le télétravail. Mais oui, ça sera ce sera un de nos prochains chantiers parmi d'autres. Je parle de la GPEC, mais je parle d'un certain nombre de points qu'il faut aborder maintenant, puisqu'il y a des départs en retraite qui vont arriver. Et côté RH, on a un grand souci on va dire d'efficacité. On va dire ça. Oui, non, on va pas tomber sur le Covid. Il y a quand même, il y a beaucoup de choses à réorganiser dans la RH, mais on va y venir plus d'une fois, je pense. Bien, donc on était où? Il fallait voter, c'est ça. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Merci. Oui. Bien, point suivant, point numéro 10. Annulation de la délibération de création du poste de directeur des services techniques. Voilà, là encore, on a indirectement abordé le sujet déjà tout à l'heure, mais Madame Guérin, parlez-nous-en rapidement. C'est assez simple, mais c'est aussi un peu bête. Mais on va vous expliquer. Okay. Alors, le maire informe l'Assemblée. Le maire informe l'Assemblée. La délibération numéro 18 du 10 décembre 2020 créant le poste de directeur des services techniques est annulée. Le maire propose donc à l'Assemblée d'annuler cette délibération. Donc pourquoi? Parce que dans la même délibération que celle qui modifiait la strate du DGS, donc la délibération de 2003, le poste de directeur de services techniques était déjà créé pour un poste d'emploi fonctionnel. Donc ça suffisait amplement pour nos projets en cours. Monsieur Atmania. Oui, donc simplement par rapport au point supplémentaire numéro 1, pour aller vite, mais du coup, l'emploi fonctionnel existe, donc vous recrutez un ingénieur et vous le détachez sur l'emploi fonctionnel. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. Donc, par rapport à la délibération là, l'emploi fonctionnel de DST existe déjà. Le point supplémentaire, vous nous proposez de recruter de l'ingénieur et du coup vous ferez le détachement sur l'emploi fonctionnel qui existe déjà. Non, c'est un peu technique. Il n'est pas dans les effectifs. Ah, il y a un double jeu là. Il n'est pas dans les effectifs. Ok. Donc bon. Voilà. Il y a d'autres interventions. Bien. Je propose de voter. Okay. Qui est contre? Personne n'est contre. Qui s'abstient?
Pas d'abstention. Merci. Point numéro 11, attribution de la médaille de la ville. Monsieur Brem, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Par délibération des 14 décembre 1951 et 7 avril 1954, le conseil municipal a institué la médaille de la ville pour rendre un hommage au profit des personnes qui se sont illustrées par des mérites particuliers dans différents domaines de la vie municipale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de proposer à votre Assemblée l'attribution de cette distinction à monsieur Damien Fernand, 100 ans, doyen de Saint-Avold. Bon, je rappellerai les faits marquants de sa biographie. Monsieur Damien est né le 18 février 1921 dans le Cher, à Lantan. Durant la Seconde Guerre mondiale, à 23 ans, il s'est engagé en tant que résistant dans le maquis du Berry. Le samedi 25 septembre 1948, à la basilique Notre-Dame, il a épousé Juliette Elfelstein, décédée le 1er février 2009. De leur union sont nées 3 filles, Dominique, Marie-Laure et Claudine, qui ont comblé le grand-père avec 4 petits-enfants, une arrière-petite-fille et un arrière-petit-fils. En Lorraine, il passe de l'agriculture aux rouillères du bassin de Lorraine, où il a été conducteur d'engin à la carrière de Fremin-Merlebach. Il a par ailleurs été longtemps conseiller municipal de notre commune de 1989 à 2001. Il a cependant gardé le contact avec la nature car depuis 1982, membre de l'association des arboriculteurs de Saint-Avold et environ. Il fait aussi partie de l'association des aviculteurs de la commune et des anciens combattants. Bon, y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Claude. Point supplémentaire numéro 1, et le seul d'ailleurs. Donc c'est création d'un emploi permanent d'ingénieur. Madame Guérin, vous avez la parole. Donc, le maire informe l'Assemblée. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision sera soumise à l'avis préalable du comité technique du 28 janvier 2021. Considérant le recrutement par voie de mutation d'un agent de catégorie A, ingénieur, suite à un appel à candidature sur le poste de responsable des services techniques au sein de la commune, considérant que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence, considérant que les crédits seront prévus au budget primitif de la commune, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi d'ingénieur de catégorie A à temps complet pour exercer les fonctions de responsable des services techniques, d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. J'explique un peu Non, c'est bon. Il y a des questions? Pas de questions. On en a débattu tout à l'heure, hein, c'est clair. C'est la suite logique. Le tableau des effectifs n'a pas été mis à jour depuis janvier 2019. Donc depuis pas de mise à jour en janvier 2020. Il n'y avait pas de Covid, d'accord? Oui, en fait, ça va évoluer un petit peu. Et dès qu'il sera calé, j'espère dans pas longtemps, il fera l'objet d'une délibération. Oui. Bien, on arrive au terme de cette séance. Ah, faut voter. J'étais déjà trop loin. Heureusement qu'il est là. Madame Guérin, passez au vote. Qui est contre? Personne? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Merci Madame Guérin. Bien, donc la séance est terminée. Merci beaucoup. Rentrez bien, hein, il fait nuit, faites attention au gibier, il y en a toujours sur la route, hein, j'en sais quelque chose. Bonne soirée à vous.